Un fonctionnement du MP5 inventé par Helmut Baureuther en 1966. Par un après-midi de septembre 1966, au sein des installations industrielles de Heckler & Koch à Oberndorf, dans le sud de l'Allemagne, Helmut Baureuther pose ses mains sur un établi métallique couvert d'outils de précision. Devant lui, un prototype compact repose parmi des instruments de mesure micrométrique, des jeux de ressorts classés par tension et des fiches techniques manuscrites remplies de calculs de pression interne. L'objet est plus petit que n'importe quel fusil automatique en production, plus court que la plupart des carabines, mais le défi technique qu'il représente est plus vaste que tous les autres réunis. Baureuther fait lentement pivoter l'ensemble de la culasse entre ses doigts, observant deux petits cylindres d'acier trempé, des galets logés dans des rainures millimétrées. Ces deux composants, mesurant chacun moins d'1 centimètre de diamètre, portent la responsabilité de tout le fonctionnement. Si l'angle de la rampe est erroné d'1 demi-degré, le mécanisme se bloque. Si la dureté du matériau n'est pas exacte, les galets s'usent après 1000 tirs. Si la masse de la culasse n'est pas équilibrée, la cadence devient imprévisible. Le problème est ancien. Depuis la fin du Second conflit mondial, les forces de l'ordre et les unités de sécurité européennes font face au même dilemme opérationnel. Les pistolets mitrailleurs compacts tirent vite mais manquent de précision au-delà de 30 mètres. Les fusils automatiques offrent de la précision, mais sont trop encombrants pour les véhicules, les cages d'escalier ou les couloirs. Personne n'a encore réussi à créer un équipement qui soit simultanément compact, précis en tir par rafale et fiable en toutes conditions. La logique traditionnelle veut que ce soit impossible, que la physique et la géométrie ne le permettent pas. Qu'il faille choisir entre puissance et contrôle. Baureuther pense que la logique traditionnelle est incomplète. Il a passé les 3 dernières années à perfectionner le système de verrouillage, par galets, que Heckler & Koch a hérité du projet espagnol 7ME et transformé en fusil G3. Désormais, la question n'est plus de savoir si le système fonctionne. Cela a déjà été prouvé. La question est de savoir s'il peut être miniaturisé. S'il peut fonctionner avec une munition de pistolet, s'il peut offrir la précision d'un fusil dans un format de la taille d'une mallette. Par la fenêtre, le Neckar coule lentement entre les usines de précision qui définissent l'ingénierie allemande depuis des générations. Dans la pièce, l'odeur d'huile de coupe et de graphite se mêle au cliquetis métallique des outils touchant l'acier forgé. Baureuther sait qu'il est proche. Les derniers tests ont montré des groupements impressionnants. Mais l'impressionnant ne suffit pas. Il a besoin d'une répétabilité absolue. Il a besoin que la physique se comporte exactement comme les calculs le prédisent, tir après tir, à n'importe quelle température, avec n'importe quel lot de munitions. Il repositionne l'ensemble dans l'étau et commence à ajuster la tension du ressort de rappel pour la 30e fois. Chaque tour sur le micromètre modifie la cadence de tir de 3 coups par minute. Chaque fraction de millimètre dans la course de la culasse change le comportement du recul. Il n'y a pas de place pour l'approximation, seulement pour la certitude mathématique. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Helmut Baureuther n'est pas arrivé à ce stade par hasard. Né en 1928 à Stuttgart, il a grandi durant les années de reconstruction, lorsque l'industrie allemande se relevait de ses décombres avec une attention obsessionnelle pour la précision. Son père travaillait comme mécanicien dans une usine d'outillage. Son enfance fut bercée par le bruit des tours, l'odeur des copeaux métalliques et la satisfaction silencieuse des composants qui s'emboîtent parfaitement dès le premier essai. En 1950, Baureuther termine son diplôme de génie mécanique et rejoint l'industrie de défense émergente à un moment historique particulier. L'Allemagne avait l'interdiction de produire des équipements militaires sous les accords d'occupation. Mais des ingénieurs espagnols développaient le fusil 7ME en utilisant un système de recul retardé initialement conçu par des ingénieurs allemands pendant la période de confrontation.
Lorsque Heckler & Koch a obtenu les droits pour perfectionner ce système pour le marché allemand, Bereuter faisait partie de l'équipe qui a transformé le concept SETM en fusil de combat G3. Le G3 lui a tout appris sur les systèmes à retardement par galet. Le principe était élégant. Au lieu de verrouiller la culasse avec des tenons ou un mécanisme rotatif, 2 galets en acier trempé s'écartaient dans des évidements de la carcasse, créant un retard mécanique. Lors du départ du coup, la pression des gaz tentait de pousser l'étui vers l'arrière, mais les galets maintenaient l'ensemble fermé. Ce n'est que lorsque la pression chutait à des niveaux sûrs que les galets se rétractaient, permettant à la culasse de s'ouvrir et d'éjecter l'étui vide. C'était de la géométrie et de la physique pure. Aucun système de gaz, aucune pièce mobile en dehors de l'axe central. Cependant, le G3 utilisait la puissante munition 7,62 51 mm autant et pesait plus de 4 kg. C'était un fusil de combat de grande taille conçu pour les terrains dégagés et les engagements à longue distance. Au milieu des années 1960, un besoin différent émergeait. Les forces de police urbaines, les équipes de sécurité aéroportuaire et les unités tactiques spécialisées avaient besoin de quelque chose de plus petit. Un outil pouvant être porté discrètement, déployé rapidement dans des espaces confinés, tout en offrant un tir automatique contrôlé avec une précision acceptable. Les spécifications initiales semblaient contradictoires. L'équipement devait utiliser la cartouche 9,19 mm Parabellum, la munition de pistolet standard utilisée par la plupart des forces de l'ordre occidentales. Il devait peser moins de 3 kg. Il devait maintenir une précision en rafale de 3 coups à 25 mètres. Et il devait accomplir tout cela sans l'encombrement d'un fusil, ni l'imprécision des pistolets mitrailleurs traditionnels à culasse ouverte. Les collègues de Bereuter étaient sceptiques. La pensée dominante voulait que les pistolets mitrailleurs de calibre pistolet soient intrinsèquement imprécis, car ils tiraient à culasse ouverte. La masse de la culasse percutant vers l'avant perturbait la visée avant même que le projectile ne quitte le canon. Les modèles à culasse fermée amélioraient la précision mais nécessitaient des mécanismes de verrouillage plus complexes. Et miniaturiser un système à retardement par galet présentait des problèmes que personne n'avait résolus. Les pressions étaient différentes. Le timing devait être recalculé. Toute la dynamique devait être réimaginée pour une cartouche ayant un tiers de l'énergie d'une munition de fusil. Mais Bereuter voyait des possibilités là où d'autres voyaient des limites. La cartouche de 9 mm fonctionnait à une pression inférieure à celle des fusils. Cela signifiait que le mécanisme de retard pouvait être plus léger, plus simple, plus compacte. La culasse pouvait être plus petite, car elle n'avait pas besoin de contenir les forces massives d'une munition de fusil de forte puissance. S'il pouvait recalculer les angles correctement, équilibrer les masses avec précision et contrôler le timing par la tension des ressorts et la géométrie des galets, le même système élégant qui rendait le G3 fiable pourrait rendre un pistolet mitrailleur précis. La pression était autant institutionnelle que technique. Heckler & Koch rivalisait avec des fabricants établis possédant des modèles éprouvés. Le marché était conservateur. Les responsables des achats militaires faisaient confiance à ce qu'ils connaissaient. Les départements de police avaient des budgets limités et peu d'attrait pour les équipements expérimentaux. Si le projet MP5 échouait, ce ne serait pas seulement un revers technique, ce serait un désastre commercial qui pourrait coûter à l'entreprise ses contrats et sa crédibilité. Bereuter retournait à ses calculs nuit après nuit, affinant les angles, testant les matériaux, ajustant la raideur des ressorts. L'équipement prenait forme non seulement dans le métal, mais dans les mathématiques. Le problème central était le timing. Dans tout dispositif automatique, la culasse doit rester fermée assez longtemps pour que le projectile quitte le canon et que la pression chute à un niveau de sécurité avant que l'action ne s'ouvre. Verrouillez-la trop longtemps et le mécanisme s'enraye. Ouvrez-la trop tôt, et l'étui se rompt, projetant des gaz brûlants et des fragments métalliques vers l'arrière dans le mécanisme, ou pire, vers le visage de l'utilisateur. Les pistolets mitrailleurs traditionnels résolvaient cela par la masse.
Une culasse lourde, poussée vers l'avant par un ressort puissant, déclenchait le tir lors de son mouvement frontal. Le poids même de la culasse fournissait assez d'inertie pour maintenir la chambre fermée pendant l'allumage. Mais des culasses lourdes signifiaient des équipements pesants, et leur choc vers l'avant créait des problèmes de précision. Boerreuther avait besoin d'autre chose. Il fallait que la culasse reste fermée, non par la masse, mais par la géométrie. Le système à retardement par galet fonctionnait sur un principe de désavantage mécanique. À l'intérieur du porte-culasse, 2 galets en acier trempé reposaient dans des évidements aux angles précis. Lorsque l'équipement était prêt à fonctionner, ces galets étaient poussés vers l'extérieur, dans des encoches correspondantes de l'extension du canon. La géométrie créait un angle de verrouillage nécessitant une force immense pour être surmontée. Lors du tir, la pression des gaz poussait l'étui contre la face de la culasse, tentant d'ouvrir l'action. Mais à cause de l'angle des galets, cette force de recul devait d'abord forcer les galets à se rétracter vers l'intérieur avant que la culasse ne puisse bouger. Le calcul critique était l'angle de la surface de came. Trop prononcé, et les galets glisseraient vers l'intérieur trop facilement, ouvrant la culasse alors que la pression serait encore dangereuse. Trop faible, et la force requise pour les rétracter serait si élevée que le cycle ne se ferait pratiquement pas. Boerreuther avait besoin d'un angle créant exactement la bonne durée de retard, assez pour laisser la pression chuter en toute sécurité, mais pas trop pour ne pas entraver la fiabilité du cycle. Pour la cartouche 9 tan 6 mètres, les mathématiques étaient impitoyables. La munition générait une pression de pointe d'environ 35 000 psi, chutant à des niveaux sûrs en quelques millisecondes pendant que le projectile parcourait le canon de 16 cm. Les galets devaient tenir durant ces millisecondes, puis se relâcher en douceur. Boerreuther calcula qu'un angle de came d'environ 23 degrés créerait le retard mécanique nécessaire. Mais la théorie et la pratique s'alignent rarement parfaitement en ingénierie. Les premiers tests de tir réels révélèrent l'écart. Au centre d'essai près d'Oberndorf, Boerreuther installa le prototype sur un banc fixe et tira des rafales contrôlées. Le cycle s'effectuait, mais la vitesse de la culasse était irrégulière. Certaines munitions étaient éjectées proprement, d'autres montraient une légère déformation de l'étui. Un signal d'alarme indiquant que la pression était encore trop haute à l'ouverture. La tension du ressort était inadaptée, ou le diamètre des galets nécessitait un ajustement, ou l'angle de came lui-même devait être affiné. Des ingénieurs seniors examinèrent les données avec scepticisme. L'un d'eux pointa les marques de déformation et suggéra de revenir à un système de recul direct conventionnel, plus simple, éprouvé et moins risqué. Un autre soutint que le marché demandait du volume de feu, pas de la précision, et que l'entreprise devrait se concentrer sur des modèles classiques pouvant être produits rapidement et vendus à bas prix. Le système à galets, affirmait-il, était trop complexe pour un calibre de pistolet, trop coûteux, trop de risques pour un gain incertain. Boerreuther écouta, puis retourna à ses calculs. Il réduisit le diamètre des galets de 0,2 mm. Il augmenta la tension du ressort de 8%. Il polit les surfaces de came pour réduire la friction. Chaque modification modifiait le timing de fraction de seconde, décalant le point où les galets se libéraient. Le second test montra une amélioration. La déformation des étuis disparut. L'éjection devint régulière. Mais la précision était encore en dessous des exigences. À 25 mètres, les rafales de 3 coups se regroupaient dans un cercle de 12 cm, acceptable pour un pistolet mitrailleur, mais pas révolutionnaire. Boerreuther comprit que le problème ne venait pas du verrouillage lui-même, mais des harmoniques secondaires. Le mouvement de va-et-vient de la culasse créait des vibrations qui perturbaient le canon pendant le tir soutenu. Il devait amortir ces vibrations sans ajouter de poids. La solution vint d'une direction inattendue. En ajoutant des tampons amortisseurs en polymère à l'intérieur de la carcasse et en ajustant soigneusement leur dureté, il put absorber le choc du mouvement de la culasse sans affecter le timing des galets. L'équipement devint plus silencieux, plus fluide et mesurablement plus précis.
Le test suivant montra des groupements de 9 cm en rafale, une performance proche des standards des fusils semi-automatiques. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre les coulisses des choses. Au début de l'année 1967, les principes mécaniques étaient validés, mais la production présentait ses propres défis. Le système à retardement par galet exigeait des tolérances extrêmes, même pour les standards de fabrication allemands. Les surfaces de came sur la tête de culasse devaient être usinées à moins de 5 millièmes de millimètre près. Le diamètre des galets devait respecter des spécifications tout aussi strictes. Toute variation altérait le timing, causant potentiellement des dysfonctionnements ou des problèmes de sécurité. Les pistolets mitrailleurs traditionnels en acier embouti pouvaient être produits rapidement car ils toléraient des ajustements lâches et des finitions grossières. Le MP5 ne pouvait se permettre de tels compromis. Baureuther insista pour des canons forgés à froid, un processus renforçant l'acier tout en créant un tube d'une précision et d'une longévité exceptionnelles. L'extension du canon abritant les logements des galets devait être usinée dans la masse et non emboutie. L'ensemble de la culasse nécessitait un traitement thermique précis, suivi d'un meulage de finition pour atteindre l'état de surface requis. Les ingénieurs de production protestèrent. Chacune de ces exigences augmentait le coût et la complexité. Le forgeage à froid nécessitait un équipement spécialisé et des opérateurs hautement qualifiés. L'usinage dans la masse générait énormément de déchets, des copeaux représentant un coût de matière première sans retour. Le traitement thermique ajoutait des étapes et des exigences de contrôle qualité. Le coût unitaire d'un MP5 serait 3 fois supérieur à celui d'un modèle conventionnel embouti. La réponse de Baureuther fut simple. L'équipement ne pouvait faire l'objet de compromis. Si l'objectif était simplement de produire un pistolet mitrailleur bon marché, il existait des dizaines de modèles à copier. Mais si l'objectif était de créer un outil offrant les performances d'un fusil dans la taille d'un pistolet, alors la fabrication de précision n'était pas une option. C'était le fondement même. Le système à galets était impitoyable face aux tolérances approximatives. Soit il fonctionnait parfaitement, soit il échouait de manière catastrophique. Il n'y avait pas de milieu. Le canon devint une étude de cas sur la philosophie de la précision. Baureuther spécifia un profil de canon polygonal plutôt qu'un rayage traditionnel. Au lieu de rainures tranchantes taillées dans l'acier, le forage était formé de facettes courbes douces pendant le forgeage à froid. Cette conception réduisait la déformation du projectile, améliorait l'étanchéité au gaz et prolongeait considérablement la durée de vie du canon. Mais cela exigeait aussi que les fabricants comprennent qu'ils ne fabriquaient pas de simples tubes. Ils créaient des surfaces de précision optique destinées à guider des projectiles. Les tests sur le terrain commencèrent avec des unités de la police fédérale allemande qui avaient besoin d'équipements pour la sécurité aérienne et les missions de protection rapprochées. Les retours furent immédiats et positifs. Les agents rapportèrent que le MP5 était différent de tout ce qu'ils avaient utilisé. L'impulsion de recul était fluide plutôt que sèche. L'équipement restait sur la cible pendant le tir en rafale. Les incidents étaient pratiquement inexistants, même après des milliers de tirs. La taille compacte permettait un port discret, tout en offrant une précision qui donnait aux agents la confiance nécessaire pour intervenir avec exactitude, même dans des environnements encombrés. Cependant, l'acceptation dans les cercles militaires et policiers plus larges restait lente. Les comités d'achat voulaient des modèles ayant fait leurs preuves. Les responsables budgétaires s'interrogeaient sur le coût unitaire élevé. Certaines agences soutenaient que leurs équipements actuels étaient adéquats. Le MP5 devait faire ses preuves non seulement lors de tests contrôlés, mais dans des conditions opérationnelles réelles où l'échec a des conséquences. La percée ne vint pas des contrats militaires, mais d'unités spécialisées confrontées à des défis uniques. Les équipes de libération d'otages,
Découvrir que la précision du MP5 leur permettait d'engager des cibles avec exactitude, même à proximité immédiate de personnes innocentes. Les services de sécurité aéroportuaire constatèrent que sa compacité et sa fiabilité étaient idéales pour des milieux où un dysfonctionnement serait dramatique. Les services de protection présidentielle apprécièrent qu'il puisse être porté de façon dissimulée tout en étant déployable instantanément. Chaque déploiement réussi générait des rapports qui remontaient chez Heckler & Koch. L'équipement fonctionnait exactement comme prévu. Le système à galets se montrait fiable malgré les écarts de température, avec différentes marques de munitions et après de longues périodes sans nettoyage. La fabrication de précision, bien que coûteuse, rendait l'objet extraordinairement durable. Des canons censés durer 10 000 tirs en dépassaient régulièrement 50 000. Boruter continua d'affiner les détails, amélioration des organes de visée, meilleure ergonomie du levier d'armement, variante de longueur de canon. Mais le cœur du système restait inchangé. Les deux petits galets, l'angle de came calculé avec précision, le canon forgé à froid, ces éléments avaient prouvé leur valeur au-delà de tout doute. La validation décisive eut lieu en 1972, lors de la crise des Jeux olympiques de Munich. Les forces de police allemandes, équipées alors de modèles anciens et disposant d'un entraînement tactique limité, firent face à une situation qui exposa des failles critiques. Les équipements de l'époque manquaient de la précision nécessaire pour les interventions chirurgicales que le contexte moderne exigeait. Ces événements entraînèrent une restructuration complète des capacités d'intervention allemandes, incluant la création du GSG-9, une unité tactique de police fédérale qui allait définir de nouveaux standards mondiaux. Lorsque le GSG-9 commença sa sélection d'équipements en 1973, ses exigences étaient drastiques. Ils avaient besoin d'un outil capable d'engager des menaces avec la précision d'un fusil à courte et moyenne portée. Il devait être assez compact pour les avions, les véhicules et les entrées de bâtiments. Il devait fonctionner sans faille sous stress, dans l'obscurité, après une exposition aux intempéries. Et surtout, il devait offrir un tir automatique contrôlé avec des groupements assez serrés pour distinguer une cible d'un otage à des distances de pièces habituelles. Le MP5 remplit chaque condition, non par des arguments marketing, mais par des performances mesurables. Lors des essais d'évaluation, les opérateurs du GSG-9 tirèrent des milliers de munitions avec plusieurs variantes du MP5. Ils testèrent la fiabilité dans la boue, le sable, la pluie et la neige. Ils firent tomber les équipements depuis des hauteurs de véhicules, les immergèrent dans l'eau et leur firent subir des impacts qui auraient neutralisé des modèles conventionnels. Le MP5 continua de fonctionner. Plus important encore, il continua d'offrir la précision qui le rendait utile. L'adoption par le GSG-9 changea la trajectoire de l'équipement. L'unité tactique la plus prestigieuse d'Allemagne avait mené les tests les plus rigoureux au monde et choisi le MP5 comme outil principal. Cet appui eut un poids considérable bien au-delà des frontières allemandes. En 5 ans, des unités spécialisées au Royaume-Uni, aux États-Unis et à travers l'Europe commencèrent à l'adopter. Chaque adoption apportait une expérience de terrain, confirmant le bien fondé des décisions d'ingénierie de Boruter. Ce qui rendait le MP5 révolutionnaire n'était pas une caractéristique isolée, mais l'intégration de multiples principes d'ingénierie dans un système cohérent. Le recul retardé par Gallet fournissait la base, une méthode de contrôle de la vitesse de la culasse par la géométrie. Le canon polygonal forgé à froid offrait une précision et une longévité exceptionnelles. Le système de tir à culasse fermée éliminait les problèmes de précision des modèles à culasse ouverte. La fabrication de précision garantissait que ces éléments fonctionnent ensemble, de manière fiable, sur des millions de tirs. Mais peut-être que la validation la plus importante vint d'une source inattendue, l'influence de l'équipement sur la façon dont les ingénieurs et les opérateurs percevaient la relation entre taille, calibre et capacité. Avant le MP5,
La sagesse populaire voulait que les calibres de pistolet soient intrinsèquement limités en précision et donc réservés à des tirs de saturation à courte portée. Le MP5 démontra qu'avec une ingénierie correcte, une cartouche de pistolet pouvait être tirée avec la précision d'un fusil à partir d'un ensemble assez petit pour être caché sous une veste. Cette prise de conscience se répercuta sur la conception des équipements pendant des décennies. Elle prouva que le facteur limitant n'était pas la cartouche elle-même, mais le système mécanique qui l'utilisait. Une munition de 9 mm tirée depuis un canon usiné avec précision, avec une culasse maintenant un verrouillage constant, pouvait performer bien au-delà de ce que les modèles traditionnels laissaient supposer. La munition n'avait pas changé. La physique n'avait pas changé. Seule l'ingénierie avait évolué, et cela faisait toute la différence. Boerreter observa cette évolution avec une satisfaction silencieuse. Il n'avait jamais cherché à créer l'équipement le plus célèbre de sa catégorie. Il avait cherché à résoudre un problème de physique appliquée. Comment faire en sorte qu'une cartouche de pistolet se comporte avec la prévisibilité d'une munition de fusil dans un format compact? La réponse résidait dans deux petits cylindres d'acier, un angle de rampe calculé au dixième de degré près, et la conviction que moins peut être plus quand chaque élément est à sa juste place. Le MP5 ne changea pas seulement ce qu'un pistolet mitrailleur pouvait faire. Il changea ce que les ingénieurs imaginaient possible dans le cadre des lois de la physique et des limites de l'acier. Plus de 5 décennies après que Helmut Boerreter a achevé ses premiers prototypes à Oberndorf, le système de recul retardé par Gallet continue d'être étudié dans les écoles de génie mécanique comme un exemple de solution élégante à un problème complexe. Le principe a été appliqué à des modèles utilisant des cartouches allant du pistolet au fusil de forte puissance. Mais le MP5 reste l'expression archétypale du concept, l'outil qui a prouvé que le système pouvait être miniaturisé, affiné et produit avec des tolérances transformant la physique théorique en action mécanique fiable. L'héritage s'étend au-delà de l'équipement lui-même. Le MP5 a établi une philosophie de fabrication qui a influencé toute une génération de production allemande. Il a démontré que l'ingénierie de précision, même coûteuse, pouvait créer des produits dont les performances et la longévité justifiaient l'investissement. Des unités ayant adopté le MP5 dans les années 1970 ont souvent utilisé les mêmes exemplaires jusque dans les années 2000, avec des canons et des culasses toujours conformes aux spécifications d'usine après des centaines de milliers de tirs. Dans une industrie où l'obsolescence se mesure en années, la durée de vie opérationnelle du MP5 s'est mesurée en décennies. Mais l'héritage le plus profond réside peut-être dans ce que cet outil a révélé sur la relation entre contrainte et innovation. Boerreter faisait face à des limites strictes. La taille devait être compacte, le calibre était fixé au 9 mm parabellum, les exigences de précision n'étaient pas négociables et la fiabilité devait être absolue. Dans ces contraintes, il ne pouvait pas simplement copier des modèles existants. Il devait repenser le fonctionnement des mécanismes automatiques. Le système à galets n'était pas nouveau quand Boerreter l'a appliqué au MP5. Il existait sur les modèles 7Me et G3, mais le miniaturiser exigeait de remettre en question chaque supposition. Les angles devaient être recalculés, les masses rééquilibrées, les matériaux reconsidérés. Ce qui fonctionnait à l'échelle d'un fusil ne fonctionnait pas automatiquement à l'échelle d'un pistolet mitrailleur. Boerreter devait comprendre le système assez profondément pour savoir quels principes étaient fondamentaux et lesquels n'étaient que des adaptations spécifiques. Cette profondeur de compréhension se manifesta de manières inattendues. Lorsque des utilisateurs demandèrent des variantes avec modérateur de son intégré, le système à galets s'adapta parfaitement, car le timing de la culasse était contrôlé par la géométrie plutôt que par la pression des gaz. Lorsque les fabricants de munitions changèrent les formules de poudre, le MP5 continua son cycle de manière fiable, car le retard mécanique était peu sensible aux petites variations de pression.
Lorsque les opérateurs eurent besoin de calibres différents, le même système de base put être adapté à d'autres dimensions. L'équipement changea également la façon dont les unités tactiques percevaient l'entraînement et la doctrine. Avant le MP5, les pistolets mitrailleurs étaient considérés comme des outils de zone, utiles pour un tir de saturation à courte portée, mais pas pour des engagements de précision. La précision du MP5 a permis de nouvelles approches tactiques où des cibles individuelles pouvaient être engagées sélectivement, même en tir automatique. Cette capacité a influencé tout, des procédures de libération d'otages aux techniques de nettoyage de bâtiments. Helmut Boreuter a pris sa retraite de chez Heckler & Koch dans les années 1980, après avoir vu son modèle devenir la référence standard de toute une catégorie. Il n'a jamais recherché la publicité ou la reconnaissance au-delà de sa communauté d'ingénieurs. Il comprenait qu'un bon design ne s'annonce pas. Il fonctionne simplement, de manière constante et prévisible, plus longtemps que prévu. Les 2 petits galets qu'il a perfectionnés au fil de centaines d'itérations représentaient quelque chose de plus grand que des composants mécaniques. Ils incarnaient un engagement à comprendre les systèmes en profondeur pour les rendre meilleurs. Ils représentaient le refus d'accepter que les compromis soient inévitables quand ils ne sont parfois que le produit d'une réflexion incomplète. Ils portaient l'idée que la précision compte, que la différence entre l'adéquat et l'excellent se mesure souvent en fractions de millimètres et en fractions de degrés. Aujourd'hui, quand des ingénieurs examinent le MP5, ils perçoivent des strates de décision qui ne deviennent apparentes qu'après une étude attentive. L'angle de cam créant le retard, le système d'amortissement réduisant les vibrations, le profil du canon prolongeant la vie utile, le traitement thermique maintenant la stabilité dimensionnelle. Chaque décision a résolu un problème spécifique et ensemble, elles ont créé un système où le tout dépasse la somme des parties. Le MP5 n'a pas radicalement changé le monde. Il n'a pas gagné de conflit majeur ni remodelé la géopolitique. Mais il a changé quelque chose de plus fondamental. Il a transformé ce que l'on croyait possible quand l'ingénierie est menée avec rigueur, précision et la volonté de faire confiance à la physique dès lors que l'exécution est correcte. Et cette révolution silencieuse dans la pensée s'est avérée plus durable que l'objet lui-même. Si vous appréciez les récits authentiques et posés sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.